Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Alors avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un sujet qui se joue en ce moment à l'Assemblée nationale. La loi climat et résilience, en cours de débat, identifie des actions à mettre en place pour respecter les engagements et les propositions des dernières COP et de la Convention citoyenne pour le climat. Sauf que, malgré les demandes, il n'est mention nulle part dans les textes d'une méthode de calcul globale de référence qui permette de valider que ce qu'on met en place est bénéfique. Incroyable, non ? Donc chacun peut continuer d'utiliser sa méthode faite maison. Et les recettes maison s'amènent direct au greenwashing. Pourtant, la méthode adoptée en 2018 par la Commission européenne, la PEF, qui analyse 16 catégories d'impact, est disponible aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la seule qui est reconnue par l'UE et au niveau scientifique. Glimpact, c'est une start-up qui a développé une techno depuis 4 ans pour modéliser et rendre cette méthode accessible à tous les acteurs, petits et gros industriels, via Internet. Ils travaillent déjà avec des grands de l'industrie et de la distribution. Je ne peux pas citer de nom encore, mais c'est pour très bientôt. Alors pourquoi est-ce qu'on attend encore une expérimentation de 5 ans pour trouver une autre méthode ? Vous pouvez en apprendre plus sur www.glimpact.com ou en écoutant mon entretien avec Christophe lors du premier épisode de The Big Shift. Et maintenant, place à l'épisode du jour et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui alors je suis super content de recevoir Arthur Aubeuf de Time for the Planet. Alors cet enregistrement il est un peu spécial pour moi parce que j'ai rejoint le mouvement assez récemment, il y a un mois. Et je suis évaluateur depuis quelques heures seulement. J'ai passé la formation ce midi, c'est une formation d'une heure, 1 heure et demie. Vous allez comprendre de quoi je parle un peu plus loin dans l'épisode. Mais pour le moment, on accueille Arthur. Salut Arthur. Salut Xavier, salut cher associé du coup. Ouais, c'est ça. Écoute, je te propose de te présenter et puis un peu ton parcours rapidement et puis ce qui t'a mené toi et tes co-keepers à créer Time for the Planet. Ouais, avec plaisir. Bah écoute, je m'appelle Arthur du coup, je suis un humain sportif et optimiste, il me semble, et j'ai découvert l'entrepreneuriat il y a presque 10 ans maintenant. J'étais en fac de sport à l'origine et je me suis retrouvé à créer des communautés sur les réseaux sociaux. Ça a très bien pris. Je les ai transformés en médias avec des sites, des applications smartphone. Je suis tombé dans ce monde du digital complètement par hasard. J'ai appris énormément de choses. J'ai vendu ma première boîte, j'en ai monté une deuxième, plus dans les services cette fois-ci. Donc on faisait des apps de dating, de micro-événementiel, de jeux. On a vraiment beaucoup appris aussi pendant cette période-là de ma vie et c'était extrêmement enrichissant. J'avais une quinzaine d'employés à ce moment-là, je levais un peu des fonds. J'ai vendu aussi cette boîte, alors avec moins de succès que ma boîte dans les médias. Et ensuite, j'ai été recruté pour gérer l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui a une centaine de millions d'utilisateurs, mais à l'époque, on était 3, donc ça a été un beau parcours et ça a été une aventure assez dingue là aussi, où j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai emmené des influenceurs, on a sponsorisé le All-Star Game, on les emmenait à Ibiza. On faisait en sorte que, en gros, il y ait beaucoup d'activités sur la plateforme en offrant du lifestyle aux influenceurs. J'étais en contact de gens que j'aurais pas pensé rencontrer dans ma vie. J'ai fait l'anniversaire privé de Snoop Dogg. Enfin bon, c'était une vie un peu bizarre cette période. Et, Ça a l'air et- hyper dense. ouais, c'était très dense. Je travaillais beaucoup malgré tout ça. Et en fait, début 2019, j'ai eu une grosse prise de conscience quand j'ai décidé enfin, Thriller m'a proposé en fait un énorme package d'actions avec un beau salaire. Et j'ai refusé de manière mécanique et reptilienne parce que en fait, je sentais que j'étais plus aligné avec moi-même, avec mon ADN. Je suis un mec qui vient d'un village de 200 habitants dans la montagne entre Genève et Lyon. Donc l'anniversaire privé de Snoop Dogg, ça commençait à s'éloigner un peu de moi et j'avais un gros besoin de revenir à des choses qui faisaient sens pour moi.
J'avais pris entre-temps, conscience de l'ampleur de l'urgence climatique en lisant les rapports du GIEC, en assistant à beaucoup de conférences et en fait, je pouvais plus faire un truc qui faisait pas sens et si tu veux, bon, bah, aider des mecs à faire danser, des gamins sur une appli, bah, je m'en foutais, en fait. Voilà, j'ai pris un peu conscience de ça et OK, je me donc suis dit, retour à la réalité un peu brutale, quoi. bien brutal, mais en même temps, progressif depuis quelque temps, parce que ça faisait longtemps que je savais que j'allais pas, continuer à faire ça, toute ma vie, mais simplement là, j'ai choisi d'un seul coup que j'arrêtais tout. Donc j'ai arrêté, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire et je suis parti avec une idée simple en tête qui est que, j'aime entreprendre, j'aime l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a des outils incroyables, à notre disposition aujourd'hui pour, relever des challenges. L'entreprise en fait partie, mais l'argent, le marketing, tout ça, c'est vraiment, des choses qu'on doit utiliser parce qu'on est face à un challenge qui est démesuré, en tout cas quand on parle du dérèglement climatique. Mais j'avais cette conviction qu'on pouvait les utiliser autrement pour faire en sorte que l'entreprise soit la solution et pas, le problème comme on l'entend beaucoup en ce moment. Et c'est comme Mmh ça mh. que j'ai rencontré les cofondateurs, enfin mes cofondateurs aujourd'hui, qui partageaient cette idée et qui partageaient un peu cette espèce de réveil, cette espèce de prise de conscience. On a toujours su qu'il y avait un problème avec le dérèglement climatique, mais on n'avait pas vraiment conscience du fait qu'on est vraiment la dernière génération à pouvoir agir et que c'est maintenant ou jamais. Et en fait, en partageant cette vision de l'entreprise au service de l'urgence climatique, on a créé Time. OK, super intéressant. Effectivement, ouais, tu parlais de réveil, on a ces infos pour un réveil citoyen, sur le changement climatique, c'est vraiment un peu ce mot qui revient souvent. Mmh mh. Hem et aussi, c'est cette réalisation que, bah, on peut faire quelque chose à notre échelle et c'est ce que vous proposez avec Time for the Planet, c'est, que, chaque citoyen, en fait, est capable à son échelle d'apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, nous, quand on a commencé à réfléchir à la question, on s'est demandé en tant que simple citoyen ce qu'on pouvait faire. Et en gros, une fois que tu as pissé sous la douche et acheté une trottinette, tu regardes un peu, l'ampleur des catastrophes et tu te dis: «Ouais, je suis pas 100 convaincu là de mon impact». Et bien Ouais, sûr ouais. que changer notre quotidien, c'est nécessaire et surtout, qu'il faut, mettre en place tous ces petits gestes, tu vois? Enfin, on a tous arrêté de prendre l'avion, de manger de la viande, d'acheter des conneries sur Wish, mais en fait, on sent qu'il faut faire plus. Et quand tu es pas milliardaire ou président de la République, ben, tu vois pas comment tu peux faire plus. Et en fait, nous, c'est cette frustration de pas avoir d'outils, de pas avoir d'armes en tant que citoyen pour lutter à très grande échelle contre le dérèglement climatique, qui a fait qu'on s'est dit: «Mais il faut qu'on crée un truc dont chacun puisse s'emparer avec ses moyens à lui, avec son temps à lui, avec son énergie à lui, et que chacun à son échelle puisse lutter de manière globale contre le dérèglement climatique. Et c'était Mmh. ça vraiment la genèse de l'idée de Time. D'accord, OK, et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit: «On peut monter un mouvement planétaire qui va réunir une communauté de», alors aujourd'hui on est 15 000, 16 000 associés, mais qui, devrait en réunir des milliers en plus et peut-être des millions. Mhm. Comment vous vous êtes dit dès le début: «On va créer un mouvement qui aura une ampleur, de l'ordre du million de participants»? Ouais, on s'est même dit plutôt 10 milliards. Non, non, en fait, on n'a pas du tout commencé comme ça. En fait, si tu veux, à la base, on s'est surtout regardé, nous, avec nos petits bras, et on s'est dit donc là, on ambitionne de lever 1 milliard d'euros et de créer 100 boîtes, nous. Ouais, bon, bah, il va peut-être falloir qu'on fasse appel à des gens. Et du coup, on s'est dit: «Mais comment on fait pour faire un truc, dans lequel les gens les plus brillants, les individus les plus brillants de cette planète pourraient, venir nous aider et dans lequel on pourrait vraiment, rassembler tout le génie humain, et toute la bonne volonté, des gens partout sur cette planète?» Et l'idée pour nous, c'était vraiment d'avoir quelque chose où tout le monde peut être copropriétaire, peut être vraiment, ben, associé, actionnaire, pour pouvoir s'impliquer et considérer que c'est pas juste un investissement qu'il a fait et pour lequel il attend, de générer de l'argent, mais bien au contraire, vraiment une prise de parole et de participation concrète où il sent que, OK, bah, maintenant il est dans l'aventure, il est, associé au même titre que les autres et il a un rôle pour faire grandir ce truc. Et on s'est dit: «On n'y arrivera que si on est, des milliers et si on arrive à attirer des gens vraiment brillants autour de nous». Ouais, et du coup, c'est peut-être le bon moment pour, parce qu'on est peut-être allé un peu vite, mais pour Ah expliquer ouais? un petit peu Time for the Planet, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est un mouvement qui réunit autant de monde aujourd'hui? Et est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement, parce qu'il y a beaucoup, de jargon qui s'utilise, Ouais. entre les gens qui sont du mouvement, mais si on l'explique à quelqu'un d'externe? Ouais, bah, en gros, moi, j'aime bien dire qu'on est un plan d'urgence citoyen qui utilise l'entrepreneuriat pour lutter contre le dérèglement climatique à l'échelle mondiale. En gros, c'est ce qu'on est parce que
les gens veulent souvent nous rentrer dans des trucs genre, start studio, fonds, Mmh mh. machin, mais on correspond pas à ça. Time for the Planet, ça crée des entreprises et toutes nos entreprises, elles luttent contre le dérèglement climatique et elles sont pensées et paramétrées entièrement pour ça. Ces entreprises, on les cofonde avec des innovateurs qui portent donc des innovations à impact et des entrepreneurs qui ont pour rôle de trouver des modèles économiques viables aux innovations et de les déployer pour que ça devienne des biens et des services qui passent dans notre quotidien. La seule vision qu'on a avec ça, c'est que si on veut vraiment transformer, si on veut vraiment changer nos modes de vie à très grande échelle, bah, il faut qu'on change la façon dont on produit les biens et les services. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, qui crée en fait le gros problème. Et Time for the Planet, ça s'attaque directement à la racine et à ça. Mmh. Et aujourd'hui, du coup, la raison pour laquelle vous montez une communauté si importante, c'est parce que pour aller chercher les meilleurs entrepreneurs et pour aller chercher des fonds d'importance, vous avez besoin d'avoir un réseau qui maille et qui touche ces entrepreneurs-là. Et c'est la raison pour laquelle vous allez chercher Simon. Ouais, complètement et puis il y a aussi le fait que on est convaincu que chacun a vraiment son rôle à jouer et tu vois, quand on a commencé à faire Time, ben, aucune boîte nous aurait suivi, aucun investisseur d'ampleur nous aurait suivi parce que, ben, il y a pas de retour sur investissement. Donc, nous, en fait, Mmh. on veut utiliser le pouvoir du capitalisme qui est de fabriquer de la marge financière et on veut utiliser cette marge comme un moyen de changer le monde et pas comme un moyen de se rémunérer. Ce qui a rien de nouveau, hein, mais c'est simplement que nous, on voit vraiment l'argent et cette capacité qu'ont les entreprises à fabriquer de l'argent comme le levier le plus puissant qu'on peut utiliser pour la sauvegarde de la civilisation humaine. Donc du coup, on s'est tout de suite dit qu'il allait falloir, aller chez les citoyens parce que les citoyens comprennent ça et sont en mesure de participer à une aventure de manière désintéressée. Et ensuite, quand on aurait beaucoup de citoyens, on serait capable d'aller s'adresser aux entreprises qui verraient l'intérêt de la chose parce que, leurs collaborateurs en font partie, parce que leurs clients en font partie. Et du coup, on a vraiment commencé avec les gens et on va continuer avec les gens, très longtemps. Mais maintenant, ça nous permet de faire des effets de levier hyper forts pour passer à une autre échelle avec d'autres entités. Ah oui, super intéressant. Et du coup, alors, parce que tu parlais d'entrepreneuriat et du coup d'utiliser des mécanismes économiques pour faire grandir des sociétés. Aujourd'hui, pour faire un petit point, donc Time for the Planet, c'est 150 dossiers d'innovateurs qui ont été traités, 10 dossiers pour le moment qui ont été retenus pour être éventuellement financés en 2021. Mmh. Vous y prenez un petit peu à l'envers par rapport à la mode aujourd'hui dans l'entrepreneuriat qui est plutôt bootstrapping. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer la réussite de ces modèles-là quand en fait on lève des fonds avant même d'avoir les idées finalement? Bah, en fait, on se l'assure pas, mais on va tout faire pour que, on puisse faire de l'essai-erreur communautaire à haute fréquence, qui nous permette d'identifier les choses sur lesquelles on va capitaliser. Parce que c'est vraiment aussi la vision de Time. En gros, nous, on s'est dit qu'on allait faire la stratégie du pot de miel, c'est-à-dire qu'on allait faire des trucs, qui nous font connaître et qui nous permettent d'attirer, les meilleures innovations possibles. Donc notamment le fait d'être non lucratif, puisque en fait, nous, on a besoin que les meilleurs scientifiques puissent s'impliquer, que les meilleurs innovateurs puissent nous faire confiance et nous proposer leurs innovations. Donc il faut surtout pas qu'on soit au service d'intérêts privés ou politisés ou tu vois? Donc on a construit vraiment ce vaisseau qui nous permet de faire ça et Mmh. ensuite on se dit: «Maintenant, on va recruter un maximum de citoyens pour faire du bruit et se faire connaître et ça va attirer les meilleures innovations à nous» et plus on sera gros, plus on attirera, les meilleures innovations. Maintenant, si demain on sent qu'il y a besoin de la faire autrement et que, il faut créer, une communauté de chasseurs de tête qui vont, chercher des innovations partout, bah, on le fera aussi, tu vois? On essaye juste de voir ce qui se passe et pour l'instant, depuis décembre où on a ouvert notre, appel à innovation, on a reçu 350 dossiers, on en a gardé 150 qu'on a fait, évaluer par les évaluateurs, pardon Mmh. et du coup, on voit quand même qu'on a un top 10 qui est quand même, correct. On va voir ce qui se passe, au niveau du comité scientifique, mais pour l'instant, ce top 10, toutes les innovations qu'on a, elles ont le pouvoir de changer, la donne à l'échelle mondiale si on applique l'open source notamment. Donc on est plutôt confiant et on pense que c'est une bonne stratégie de se dire qu'il faut qu'on soit très connu et qu'un maximum de citoyens deviennent des ambassadeurs et des associés de Time for the Planet pour qu'on puisse aller détecter les meilleures innovations et que ça sera toujours plus efficace que, tout le réseau d'analystes, qu'on puisse, créer comme font les fonds, et qui va aller parcourir le monde, dans tous les sens, quoi. Oui, en fait, utiliser l'intelligence collective. Et du coup, tu parlais là d'open source. Le but du projet, c'est de répliquer, c'est ça? Ouais, bah, complètement pareil, on s'est demandé, comment on faisait pour gagner à tous les coups, en gros. Parce que nous, on sait que quand tu crées des boîtes, tu as plein de chances d'échouer, pour plein de raisons et on se disait: «Mais
ces innovations-là, si, dans une période aussi critique, si on en prive l'humanité parce qu'on a échoué, ça sera un gâchis énorme et une perte de temps dingue alors qu'on a vraiment pas de temps, quoi. Et du coup, on s'est demandé comment on pouvait faire pour, faire en sorte que même si nous on échouait, l'humanité puisse continuer d'avancer avec ces innovations et en bénéficie. Et pour nous, c'est le partage la réponse. C'est de faire en sorte que n'importe qui partout ailleurs sur la planète puisse s'emparer de ces innovations, les copier, les améliorer et les commercialiser. Donc vraiment les copier-coller, gratuitement. Et c'est ça l'avantage de l'open source, c'est que tu peux créer des licences libres, qui font que tu distribues les licences à n'importe qui en fait la demande, sauf éventuellement, Kim Jong-un si vraiment, tu vois, si on veut pousser la chose. Et du coup, ces gens-là peuvent sans aucune contrainte, dupliquer ton modèle économique et ton innovation n'importe où, là où ils sont. Heu et en fait, le gros avantage de ça, c'est que tu as quand même 2 obligations quand tu distribues une licence open source, en tout cas les nôtres. La première, c'est de repartager tes propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Ce qui fait qu'en fait, on fait une R&D à très, très grande échelle et qu'on va pouvoir atteindre la maturité des innovations, mais 1 million de fois plus vite que si on était solo. Et puis aussi, de repartager, donc l'obligation de repartager ton impact. Parce que nous, on a envie vraiment de communiquer un impact dingue à nos associés. On a envie que les gens qui mettent 1 € dans Time for the Planet, en termes d'impact, ça soit l'équivalent d'un mec qui a mis 10 000 € dans un fonds green, quoi, tu vois. Et ça, Mmh. pour nous, l'open source, ça le permet parce que ton euro, il a servi à financer une innovation qui voit le jour à un endroit, potentiellement ici, chez nous en France, avec Time for the Planet. Ça peut être ailleurs d'ailleurs. Mais cette innovation, ensuite, elle est démultipliée partout, donc ton impact fait la même chose. Et ça, on trouve que c'est vachement bien. Ouais, super intéressant. Alors j'ai plein de questions. Je vais Avec essayer de les plaisir. garder en tête pour après. Mais du coup, un des premiers trucs que je me dis, c'est avec l'open source, puisqu'on essaye quand même de faire jouer l'économie, est-ce qu'on arrivera à monter autant d'entreprises, à moins que ce soit des entreprises ultra locales, mais qui arriveront à se démarquer sur ce marché et à prendre de l'ampleur, quoi. Ouais, alors ça, c'est un truc, l'open source, ça veut pas dire l'open bar, tu vois? Souvent, on entend, open source égale petit, égale gratuit et en fait, je sais pas pourquoi on a ça en tête. Enfin, moi-même, j'avais ça en tête avant de commencer Time. Mais quand tu vois enfin, le meilleur exemple, c'est par exemple Elon Musk qui s'est dit que ces superchargeurs qui lui avaient coûté la peau des fesses, en fait, s'il était tout seul à les déployer, il allait jamais réussir à avoir un marché du véhicule électrique qui serait assez porteur pour atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Et du Mm. coup, le mec a décidé de mettre ses superchargeurs en open source pour que tous les constructeurs automobiles du monde équipent les routes avec et que le marché du véhicule électrique fasse x10 au lieu de faire x2. Ce qui semble être une très bonne stratégie puisqu'en fait, ça marche, quoi. Et si tu veux, il y a plein, plein d'exemples comme ça en open source qui montrent que tu as un marché qui est beaucoup plus porteur quand tu partages que quand tu partages pas. Et typiquement, le marché de l'open source, si tu regardes en ce moment, il a vraiment une énorme traction. Il est plus gros que le marché de l'IT en termes de croissance, parce que justement, il ouvre des gros marchés qui deviennent hyper porteurs et sur lesquels tout le monde a sa place, beaucoup plus que si le marché était divisé par 1000, quoi. Donc pour nous, c'est une bonne stratégie, surtout face à la transformation radicale que vont subir l'ensemble de nos modèles, de nos sociétés de manière générale. Il y a vraiment des marchés énormes à faire naître. Ouais, c'est vrai qu'on a peut-être un peu ce biais de la culture de la protection intellectuelle, liée aussi à notre système économique actuel aussi, quoi. Ouais, mais tu vois, regarde, juste pour te prendre un exemple de à quel point ça peut être naze, en ce moment, il y a Microsoft qui a posé un brevet justement sur une technologie qui permet de stocker la donnée informatique dans de l'ADN de synthèse et cette innovation, elle est assez, connue, hein. Ça fait quelque temps Mm. qu'il y a des preuves que ça peut fonctionner. C'est pas au stade maximal, mais en revanche, les mecs galèrent comme des oufs tout seuls dans leur labo, Microsoft. Sauf que ça permettrait de stocker l'ensemble de la data, mondiale dans un coffre de voiture, donc autant te dire qu'en termes d'économie de consommation d'énergie, c'est juste faramineux et on peut pas l'utiliser et on va devoir attendre que Microsoft réussisse tout seul. Mais si Microsoft n'y arrive pas, comme ils ont l'air de pas y arriver en ce moment, en fait, on perd une innovation de malade, quoi. Mm. Et c'est hyper dommage parce que Microsoft, s'ils l'avaient mise en open source, cette innovation, il y a des mecs qui les auraient aidés, qui auraient trouvé la solution. Effectivement, ils auraient pris une part du marché, mais le marché serait viable et ça fait longtemps qu'ils commercialiseraient la solution. Oui, c'est vrai. Et puis moi, je repense aussi à pas mal d'outils Google qu'on peut répliquer, réutiliser, des petites API qu'on peut redévelopper et qui effectivement ne saturent pas du tout les marchés, quoi. Le meilleur exemple, ça reste Linux, hein. Les mecs, en Ouais. gros, Linux, tout le monde dit que c'est un fail, mais en fait, lui, son objectif, c'était qu'il y ait un ordinateur sur n'importe quel bureau au monde.
Et en fait, Apple est devenu Apple grâce à Linux. Ça, les gens savent pas, mais c'est grâce à l'open source de Linux que Apple est Apple. Et Apple a fini par mettre un ordinateur sur les bureaux de tout le monde. Donc Linux dit qu'il a gagné. Bah ouais, il a gagné, c'est vrai, par rapport à son Mmh, objectif. mmh, mmh. Là, c'est un peu différent parce que quand on se dit mettre un ordinateur sur chaque bureau, on voit le gain financier qu'il y a derrière. Mais nous, quand on parle de tabasser les gaz à effet de serre, mais créons nos concurrents, parce que si nos concurrents deviennent plus gros que nous, comme ça a été le cas avec Linux et Apple, bah, on a gagné en fait, parce que ça veut dire que nos concurrents tabassent les gaz à effet de serre encore plus que nous. Et comme c'est un sujet qui nous concerne tous, bah, c'est cool. Je t'avais déjà entendu dire tabasser les gaz à effet de serre. Ouais, faut que j'arrête C'est avec ça, Non, non, mais ça me plaît bien cette histoire de combat. Euh, je voulais juste revenir sur une autre question que j'avais en tête là avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'organisation un peu horizontale que vous utilisez chez Time for the Planet pour hein. essayer d'aller toucher le maximum de gens. Est-ce que du coup tu penses que c'est possible de l'implémenter dans d'autres organisations ou dans d'autres entreprises comme vous le faites sur Time for the Planet, ou est-ce que c'est vraiment ce sujet de la transition écologique, ce sujet majeur qui est suffisamment fédérateur euh, pour euh, pour que cette communauté croisse, parce que alors euh, avec un petit peu de recul, j'ai eu l'occasion du coup de découvrir le fameux Discord sur lequel tous les utilisateurs peuvent parler. C'est ultra bien organisé, il y a des rôles, alors il y a tout un thème, un fil rouge autour des planètes et de la galaxie. Euh, est-ce que c'est la seule façon de fédérer les citoyens autour d'un thème et qui permettent d'avancer de façon horizontale, ou est-ce que d'autres sociétés pourraient utiliser ce modèle-là? Bon, je pense que plein de sociétés peuvent utiliser ce modèle-là. Après, nous, on le construit au fur et à mesure et on le construit de manière collective encore. Donc, je pense qu'on avance assez vite pour découvrir ce qui marche pas. On a fait pas mal d'essais-erreurs hein, pour ça. Mais là, aujourd'hui, ça marche très bien. Et tu vois, il y a des boîtes qui vont investir dans Time et ça fait partie des choses qu'elles ont envie d'avoir, en fait. Elles veulent implémenter une galaxie de l'action, entre guillemets, chez elles. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un fil rouge, c'est le sens. Et je pense que c'est ça qui motive vraiment les gens. Mais je pense qu'une grosse boîte qui justement a beaucoup de salariés qui ne trouvent pas assez de sens dans leur quotidien ou dans la mission qu'ils vont être en train de mener pour cette boîte, a tout intérêt à justement créer des nouvelles façons de générer du sens et de générer des belles missions avec ce genre d'organisation. Donc nous, on est plutôt convaincus que c'est un truc qui devrait pouvoir fonctionner ailleurs. Maintenant, on va attendre de voir ce que ça donne chez d'autres. Hmm. Et donc, je regardais un petit peu les éléments sur le site. Aujourd'hui, on fait très attention à bien indiquer les différences entre impact environnemental, impact carbone. Aujourd'hui, Time for the Planet se concentre sur les émissions de GES, donc les gaz à effet de serre. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment diminuer les GES, ou est-ce que vous avez des objectifs un peu autres, par exemple, je ne sais pas si on prend des problèmes comme l'eutrophisation des sols, si on prend d'autres sujets d'impact environnementaux sur la biodiversité, ou est-ce qu'on est uniquement sur les émissions de GES? Bah, en fait, tu es rarement uniquement sur les émissions de GES, mais nous, on a vraiment voulu s'en tenir à un truc bien précis parce que, comme dit ma grand-mère que je cite souvent, «Quand on veut tout faire, on fait rien» et pour nous, l'urgence absolue, elle est sur le problème du dérèglement climatique parce que, tu sais qu'il y a des boucles de rétroaction qui sont un peu sur le point de s'emballer et si elles s'emballent, bah, en fait, on ne pourra plus du tout, gérer ça. Alors que la biodiversité, elle peut toujours se régénérer, enfin, en tout cas, si ça va pas trop, trop dans le grave non plus et le plastique, on pourra l'enlever, même dans 100 ans si on a dû gérer d'autres trucs. Mais en fait, nous, le climat, ça nous a vraiment. On s'est dit, en fait, ça, faut surtout, surtout pas le laisser partir. Maintenant, ouais, pour répondre à ta question, il y a plein de façons justement d'éviter d'émettre des gaz à effet de serre, d'aller vers aussi des façons de fonctionner qui sont plus sobres, euh, en ayant un impact sur la biodiversité qui est positif aussi. Mmh. Tu vois, là, dans les 10 innovations qui ont été sélectionnées, on en a posté une hier qui s'appelle Vesta Project. C'est de l'olivine, c'est une roche qui crée une réaction pour désacidifier l'océan. Donc, c'est une roche qui est déjà partout sur la planète et elle est déjà dans l'océan à certains endroits. Mais en fait, c'est un consortium de scientifiques de San Francisco qui s'est rendu compte que quand tu la concasses et que tu augmentes la granularité, tu multiplies le pouvoir de désacidification et donc de captation du CO2 par l'océan par plusieurs centaines de fois. Et du coup, avant toute chose, ce qui les a intéressés, c'est que ça régénérait les coraux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a déréglé complètement l'équilibre acido-basique de l'océan. Mmh. On a un océan qui est de plus en plus acide et il y a un effondrement de la biodiversité qui est catastrophique parce que ben, il est tellement acide qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter, les animaux, la végétation sous-marine. Et l'olivine
a cet impact monstrueux sur le CO2, puisque ça permet à l'océan, qui est le plus gros, qui est clairement le plus gros mécanisme de captation de CO2 qu'on n'aura jamais à disposition, d'être beaucoup plus efficient de ce point de vue-là. Mais en même temps, ça va régénérer la biodiversité et les coraux. Donc c'est quand même intéressant, tu vois. Mais à la base, nous, on vient pour la captation de CO2 sur ce genre d'innovation. Ok. Et du coup, là, si on prend l'exemple de Vesta Project, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de Time for the Planet si effectivement c'est un matériau qui est présent déjà en grande quantité, que la transformation est relativement simple et qu'on le trouve partout? C'est quoi l'intérêt du coup de Time for the Planet sur ce projet? Bah, très bonne question. L'intérêt, il est hyper simple, c'est qu'en fait, c'est un consortium de scientifiques, donc c'est vraiment pas du tout des entrepreneurs. Ils savent pas du tout comment ils peuvent avoir un modèle économique viable. Et en fait, si tu maries pas l'écologie et l'économie, tu n'arrives jamais à avoir un impact et à vraiment faire un truc qui puisse changer nos modes de vie à tous. Parce que au bout de ça, c'est normal, hein, il faut créer des emplois et payer les gens décemment. Donc, si tu peux pas faire ça, tu n'avances pas. Et du coup, eux, ils ne savent pas comment faire ça. Et deuxième chose aussi, ils ont envie d'aller sur l'Europe assez rapidement parce que en fait, l'Europe a des conditions hyper propices à ça, des conditions géologiques, hein, clairement. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils connaissent personne. Tu vois, il faut aussi faut créer des contacts avec des politiques, il faut créer des contacts avec plein de choses pour ce genre de projet. Donc ça nécessite quand même énormément de capacités entrepreneuriales qu'ils n'ont pas. Et ce qui est marrant avec Vesta, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises commerciales qui les ont approchés. Ils ont refusé tout partenariat avec des entreprises commerciales depuis plusieurs années parce qu'ils veulent surtout pas que ce qu'ils font tombe dans les mains de mecs qui sont qui vont servir des intérêts privés, tu vois. Hmm. Et Time for the Planet, ils ont candidaté quoi, parce qu'en fait, ils ont bien compris qu'on peut pas servir d'intérêts privés. Donc ça nous a fait super plaisir, quoi. On s'est dit putain cool, on a fait une belle structure qui fonctionne quoi. Ouais, c'est top. Et du coup, alors, si on pousse encore un peu plus loin, si Vesta Project est sélectionné par Time for the Planet suite à ce premier processus de sélection, on reviendra après, mais il y en aura d'autres. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe et comment ça marche? Bah, là, en fait, donc ils ont été sélectionnés dans le premier puisqu'ils font partie du top 10 des innovations, des évaluateurs. Par contre, ils ont le comité scientifique, dans, 10 jours, même pas là, ouais, si, dans 10 jours, le 25 mars. Ce comité scientifique, il a pour objectif de vraiment chercher la petite bête. Tu vois, typiquement, bah, Vesta, on va revenir dessus, mais ça peut être apparenté un peu à de la géo-ingénierie. Enfin, en fait, il y a plusieurs catégories de géo-ingénierie, mais là, c'est la même catégorie que planter des arbres. Donc c'est pas de la géo-ingénierie où tu mets des azotes, dans l'atmosphère, machin. Mais en gros, c'est quand même un truc qui est un peu touchy et qu'il faut regarder comme il faut. Donc du coup, ben, le comité scientifique, il va regarder ça en détail. Il va regarder tous les aspects de cette innovation pour voir à quel point elle est réplicable et passable à l'échelle. En gros, est-ce qu'elle n'est pas bullshit? Et en gros, est-ce qu'elle Hmm. n'est pas néfaste? Et une fois qu'on a fait ça, on a une troisième phase qui est une phase de sélection en fonction du modèle économique, où là, on va caster différents entrepreneurs. Et ces entrepreneurs-là, pendant 2 à 3 mois, ils vont bosser avec un des membres des keepers, donc des cofondateurs de Time, sur la manière dont on monétise, on commercialise ou on transforme en biens et services vendables cette innovation. Et le but, c'est d'arriver à faire un peu du gros hacking, c'est-à-dire à les vendre avant d'avoir déployé ou réalisé réellement l'innovation entre guillemets, Hmm. parce que on veut s'assurer qu'il y a un marché et qu'il y a une réalité économique avant d'engager des coûts et des frais de malade. Mais bon, ça c'est un truc assez classique dans le monde de la startup maintenant. Ouais, 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 complètement. Et puis ensuite, dernier vote, qui est le vote de l'ensemble des associés actionnaires, donc en assemblée générale. Celui-là, il aura lieu en juin de cette année, donc première création en juin, sauf si le comité dit: «Bah non, il y a rien qui passe», ce qui est Hmm. possible aussi, hein. Et du coup, en juin, tous les associés actionnaires vont se voir proposer, les 1, 2, 3 projets, qui sont arrivés jusque-là, avec une fiche projet hyper détaillée. Je pense qu'on fera même un mini reportage sur chaque projet pour qu'ils comprennent bien facilement toutes les tenants et les aboutissants. On mettra toutes les mises en garde potentielles s'il y en a eu, tu vois, du comité scientifique et en gros, on dira: «Bah, on va investir 1,5 million ou 2 millions sur une première innovation. À vos télécommandes». Ok. Donc ça, c'est l'autre particularité, encore une, de Time for the Planet, c'est que c'est une société en commandite par action. Ouais. C'est-à-dire que tous les actionnaires, donc tous ceux qui ont acheté pour la somme de 1 euro égale une action, ont acheté des actions, euh, ont des droits de vote, donc je crois au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent, il me semble, Ouais, euh, il y a 2 trucs, mais vas-y, ouais. et donc font partie du processus décisionnel final sur les 100 les finales 100 entreprises qui seront lancées par Time for the Planet.
Ouais et même beaucoup plus que ça. Alors déjà, bravo parce que tu es le mec qui m'interviewe en podcast qui a le plus poncé Time, j'ai l'impression. C'est très cool. Ouais, j'ai eu le temps Hem, de regarder. ouais, ouais, non, c'est super cool. Bah, en fait, il y a 2 choses. Donc effectivement, il y a un premier truc au prorata de ton nombre d'actions. Donc 1 € égale 1 action. Ce qui fait que là, c'est un peu déséquilibré si demain tu as Google qui met 200 millions. C'est pour ça qu'on a créé avec le conseil de surveillance, qui est donc, une entité, justement qui est, très liée au fait d'avoir une société en commandite par action et qui est un conseil élu par les associés actionnaires pour les représenter et pour contrebalancer les directions et les décisions. Et donc, on a ajouté une double majorité, ce qui fait qu'il y a aussi une majorité, un homme égale une voix, et si les 2 majorités fonctionnent pas ensemble, c'est invalidé, en fait. Donc ça nous permet D'accord. de protéger un peu, sur les situations qui pourraient être complexes, comme celle que j'évoquais avec Google. Et puis, quand tu es, associé actionnaire, tu as vraiment beaucoup de droits, en fait. Déjà, tu vois tout de l'intérieur, donc il y a une transparence totale parce que si tu es, à l'intérieur et qu'il y a des associés qui ont, par exemple, pris beaucoup de parts et qui essayent de faire passer des trucs bizarres ou tu sais en fait, tu as des milliers de citoyens qui voient ça, donc ils peuvent pas trop se le permettre ou alors ils prennent des sacrés risques parce qu'ils vont se faire démonter, partout. Mmh. La deuxième chose, c'est évidemment que tu votes pour les innovations, donc tu as le droit de faire ça que quand tu es associé actionnaire. La troisième chose, c'est que tu votes pour toutes les décisions, importantes puisque tu es aux assemblées générales, tu es actionnaire. Et typiquement, si un jour on voulait se rémunérer, nous les cofondateurs, bah, en fait, c'est un truc qui doit passer en assemblée générale et qui doit être voté et validé, approuvé par tous les associés, par les 17 000 mecs aujourd'hui. Donc, Aujourd'hui, vous êtes bénévole, du coup? on est tous bénévoles, ouais, depuis 1 an et 3 Mmh. mois, Vous êtes mais 6, hein, je le rappelle. on est 6, ouais, exactement. Mmh. Et donc vous êtes, tous les 6 entrepreneurs et donc c'est, indépendamment, l'un de vous 6 qui accompagne les entrepreneurs que vous sélectionnez sur les projets avec les innovateurs? C'est ça. Alors après, on verra à quel point, on le fait en termes de c'est sûr qu'on commence en le faisant parce qu'il faut qu'on voit de l'intérieur comment ça se passe, il faut qu'on comprenne et tu vois, il faut qu'on soit dans l'action pour être capable de répliquer derrière. Mmh. Après, c'est pas un process scalable, enfin, on va pas le faire tout le temps, mais là, sur les premiers, ouais, on va vraiment s'impliquer comme ça. OK. Dans un aspect un peu macro, Mmh. aujourd'hui, les 3 sujets, qui sont un peu prioritaires à régler, c'est énergie, transport, agriculture. Dans les 10 qui ont été présélectionnés, je les ai pas tous lus. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ces secteurs-là? On a quoi un petit peu comme répartition? Et ce serait quoi, du coup, déjà sur ces 10 premiers projets, les avantages qu'on pourrait en tirer s'ils étaient sélectionnés? Bah, écoute, je les ai sous les yeux là, donc je peux te dire il y a 3 projets sur le bâtiment. Il y a ce projet, Vesta Project dont on a parlé. Mmh. Il y a 3 projets sur le transport qui sont assez vénères et ensuite il y a 3 projets sur l'industrie. Voilà, comme ça au moins tu OK. tu vois le Ouais, truc. donc effectivement, c'est exactement dans les rapports, quand on regarde les rapports de The Shift Project ou Carbone 4, effectivement, l'industrie, c'est 20 ou 25% des émissions, le Ouais, transport, c'est 20 ou 25%, et globalement, la création d'énergie, c'est 25 à 30, quoi. Et quand on dit énergie, en fait, c'est l'utilisation des machines pour tous ces secteurs confondus, quoi. ouais, il y a aussi l'agriculture et les forêts qui est quand même un gros morceau et qui est important. Mm. Si tu devais expliquer le problème des gaz à effet de serre à un novice, parce qu'on est sur un podcast qui s'adresse à un public large, pour essayer Ouais. de comprendre un peu les défis du changement climatique, ce serait quoi, en quelques mots, ton explication là-dessus? Bah, c'est hyper simple en fait. On a, des rayons du soleil qui viennent, sur notre planète, qui viennent taper sur la planète Terre. Ces rayons repartent normalement dans l'espace et donc ne réchauffent pas la planète. Sauf que, on a des gaz à effet de serre qui sont donc ce fameux CO2, mais il y en a plein d'autres, le méthane et cetera, qui sont essentiels, hein, parce que s'ils n'étaient pas là, il ferait -30 ou -50, je sais plus, sur la planète Terre, donc on en a besoin, mais on en a besoin dans une certaine quantité et là, on a tellement mis notamment de CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, que l'effet de serre s'est amplifié. Donc l'effet de serre emprisonne comme une serre les rayons du soleil et fait qu'au lieu de repartir dans l'espace, ben, ils repartent à nouveau vers le sol et donc ils viennent réchauffer la planète. Et là, le truc, c'est que ça, c'est un petit souci parce qu'on augmente la température, mais le vrai souci, c'est que c'est en train de déclencher des boucles de rétroaction qui, elles, risquent de créer un emballement inarrêtable, c'est ce qu'on disait au début,
Et typiquement, le meilleur exemple, c'est celle du méthane qu'on entend souvent avec le permafrost, Mmh. ou pergélisol si on veut être un bon français. Et le permafrost, ça représente 20% des terres du monde. C'est des terres gelées qui ne dégèlent jamais, qui n'ont jamais dégelé depuis qu'on est là d'ailleurs, hein, l'humanité. Et ces terres renferment du méthane, qui est un gaz à effet de serre 27 fois plus puissant que le CO2. Et le problème, c'est que quand elles fondent, ben, elles libèrent le méthane, qui réchauffe donc la planète plus rapidement, qui fait donc fondre le permafrost plus rapidement, qui libère à nouveau plus de méthane. Et ça, c'est en train de se mettre en route. Et en fait, on ne sait pas du tout si ça devient vraiment inarrêtable, enfin si ça s'emballe, euh, jusqu'à combien de degrés en plus on peut se retrouver. Et souvent, on entend, oui, mais bon, plus 5 degrés, ça va, quoi, c'est un pull en moins. Et en fait, ce qu'on ne sait pas non plus, et moi, c'est un truc qui m'a fait réagir aussi quand j'ai découvert ça, c'est que plus 5 degrés, c'est une moyenne donc sur la planète. Mmh. Ça veut dire que sur les terres émergées, c'est déjà le double, donc plus 10 degrés. Que pendant les pics, l'été, donc notamment les canicules, c'est encore le double, donc plus 20 degrés. Donc là, ça commence à être pas très drôle, hein, si on rajoute 20 degrés à nos canicules actuelles, on va pas C'est faire clair. trop les malins. Et ça peut même encore être doublé quand on est proche des massifs montagneux. Ici, moi, je suis à Lyon, à côté des Alpes, donc autant vous dire que voilà. Donc clairement, c'est énorme en fait, quand il y a plus Mmh. 5 degrés. Et la meilleure manière d'illustrer ça, c'est de regarder 20 000 ans en arrière, puisque 20 000 ans en arrière, il faisait 5 degrés de moins sur la planète. Et en fait, il y avait un glacier qui recouvrait la moitié de l'Europe et qui faisait 3 kilomètres d'épaisseur. Donc ça fait une différence quand même. Donc c'est juste pas vivable. Et en plus de ça, on rajoute la montée du niveau des eaux, on rajoute les réfugiés climatiques, on Bah rajoute oui, c'est clair. toutes les crises humaines, tous les conflits qui vont aller avec ce défi-là, quoi. Bah, en fait, comme dit Jean Covici, hein, si on laisse partir tout ça et qu'on fait rien et qu'on reste sur cette tendance, ça veut dire que d'ici la fin du siècle, c'est la moitié de la population mondiale qui ne peut pas survivre, et l'autre moitié qui vit dans des conditions de guerre et de famine. Et enfin, en fait, c'est Mmh. l'horreur, quoi. Enfin, il faut pas laisser partir ça, on est tous d'accord. Après, nous, on n'est pas dans une logique de cherchons les coupables et soyons moralisateurs, culpabilisants et faisons déprimer tout le monde, parce que je pense que c'est pas une bonne voie de fonctionnement, et qu'il faut apéroiser le changement climatique pour en faire un truc très cool où tout le monde a envie de s'impliquer parce que c'est sympa. Parce que qui aujourd'hui a envie de s'engager dans une cause où tout le monde cherche des coupables et se tape dessus, et où tout le monde est en dépression en disant le grand châtiment va arriver, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut quand même Mmh mh. y croire un tout petit peu si on veut tenter des trucs Ouais, c'est clair. et faire des choses. Et pour une note un peu plus positive, du coup, si t'as un conseil un peu actionnable au quotidien, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu recommanderais si on nommait la très bonne action d'acheter des actions Time for the Planet? C'est une très bonne question, mais je pense que clairement la réponse c'est d'arrêter la viande, hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé de l'arrêter, mais en tout cas la réduire drastiquement, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais la viande c'est un truc de fou furieux, l'impact que ça a. Et en plus, en termes de santé, c'est pas très important finalement, et au contraire, on vit très bien même avec moins de viande. Donc moi, j'ai fait ça il y a un an maintenant. Donc je suis pas Ok. végétarien, parce qu'en fait, quand je vais manger chez des potes ou que ma mère m'a cuisiné un beefsteak, ben tu vois, je vais pas lui dire va te faire foutre. Donc du coup, je le mange. Donc je peux dire que je suis flexitarien. Mais en gros, quand c'est moi qui fais à manger, donc 99% du temps, j'en fais plus, et tout va bien quoi. Enfin, tu vois, Mhm. j'ai pas perdu de poids, je fais toujours autant de sport, j'ai aucun souci quoi. Ok, oui, parce qu'on n'a pas parlé de tes sports, mais tu disais que tu étais un grand sportif devant l'éternel, donc j'imagine c'est pas mal de montagnes du côté de Lyon. Ouais, bah, complètement, énormément de trail, de ski de fond, j'ai fait une énorme saison de ski de fond cette année parce que j'ai mes parents habitent, dans le Jura, donc vraiment, à côté des pistes de ski. Je sors, j'ai les pistes de ski, ce qui est un bonheur absolu. Et en fait, cette année a été exceptionnelle, parce que ça fait 4 ans qu'il y avait plus du tout de neige. La moitié des stations ici ont fermé, et là, je sais pas ce qu'il y a eu, mais on a eu un hiver assez solide, donc ça vient un petit peu compromettre mon discours. Oui, comme disait Trump, regardez où est le réchauffement climatique. Ouais, puis Trump, il dit aussi: «La vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre», donc bon, faut quand même faire gaffe. Ok Arthur, et ben écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, C'était un très bon moment passé dans ta compagnie, et puis réciproquement. on a encore beaucoup de travail pour évaluer les prochains projets, donc c'est maintenant que ça démarre. N'hésitez pas à aller acheter des actions Time for the Planet, n'hésitez pas à aller regarder le site internet et vous renseigner, parce que il y a plein d'actions qu'on peut faire. On peut être évaluateur, mais on peut aussi faire partie d'une communauté où on recherche des gens
qui sont à même de remplir des missions. Donc on a besoin de plein de gens, on a besoin de graphistes, on a besoin de développeurs, on a besoin de RH. Il y a vraiment des besoins monumentaux dans tous les domaines. Donc allez-y, quelle que soit votre compétence et votre expérience, il y a de quoi faire. C'est absolument incroyable parce que le mec a fait le mot de la fin en tant qu'associé, nouvel associé, et il l'a fait encore mieux que je n'aurais pu le faire. C'est vraiment splendide. Franchement, tu vois, on va conclure sur ça, mais c'est ça la force de Time for the Planet. Franchement, les résultats du collectif, hein. On est 17 000 à plancher sur la question. C'est plutôt cool. Merci beaucoup. Salut Arthur. Bien. Salut, à bientôt. Ciao. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.